Dès le début de l'histoire, nous voyons un jeune homme appelé Néron, couronné prince, étant le 5e et le plus jeune empereur de ce lieu à moitié romain, ayant 17 ans, et ce qui est très courant dans ce lieu, à cette fois-là, c'était le fait qu'un groupe d'esclaves était piégé dans des cellules sombres, ne mangeant que de la lessive de porc, et pour eux, l'heure de la lessive était spéciale, car il y avait même une bagarre pour la manger. Pendant la lutte pour le délicieux lavage, il y avait un seul esclave qui ne se souciait pas de manger, et évidemment il est le protagoniste de cette histoire, il a un nom vraiment fou à dire, Cestu, je ne sais pas comment le prononcer, je vais juste l'appeler garçon. Pendant que tout le monde se bat pour avoir de la nourriture, un gars appelé Rocco, au corps très trapu qui ne semble pas avoir faim, trouve un moyen d'arrêter la faim des enfants et leur conseille de partager cette nourriture. Tout cela pendant que Cestu le regardait. Rocco va vers le garçon, et ensemble, les deux partagent un bref moment. Oui, Rocco a fait accepter à Cestu de manger cette boue brune, et ce moment de paix a duré jusqu'à ce qu'un garde l'interrompe, et demande à tout le monde de partir. Tous ces esclaves sont emmenés à une arène, et on leur dit qu'ils ont été sélectionnés pour devenir boxeurs, et maintenant ils devront tous se battre et en sortir victorieux. Malheureusement, Cestu a fini par se battre contre Rocco, et quand vous voyez cela, vous pensez immédiatement, waouh, le pauvre enfant va prendre une raclée, et aussi incroyable que cela puisse paraître, Cestu ouvre la bouche en disant qu'il ne le fait pas. Je ne veux pas frapper son ami, mais il n'a pas le choix, il doit se battre, mais le garçon ne voulait pas. Son entraîneur, Zafar, conscient que le garçon n'est pas encore habitué au combat, est intervenu et a dit qu'il doit se battre parce que c'est la seule option qu'il a dans sa vie. Après cela, nous voyons les deux garçons, ils sont obligés de mettre des gants durs, pleins de métal et de commencer une bagarre. Rocco, même s'il est un grand ami de Cestu, n'a pas l'intention d'y aller doucement avec lui, et il encourage son ami de faire de même, et il a seulement dit cela parce qu'il voit que la posture de son ami est mauvaise, et apparemment il semble assez nerveux. On voit donc Rocco s'avancer vers Cestu, mais instantanément le gars est surpris de se voir par terre, avec le visage ruisselant de sang. Oui, Cestu est un boxeur très fort, et cela laisse tout le monde choqué. À ce moment-là, le garçon est visiblement perturbé d'avoir frappé son ami, il a adopté une posture défensive, esquivant les attaques de son ami, et maintenant son dilemme intérieur de ne pas frapper son ami, comme son ami était obligé de frapper. Cependant, ce combat doit être terminé, car plus le garçon reste debout, plus son ami continuera à souffrir du Cestu. Le garçon met immédiatement fin au combat en appliquant quelques coups sur le ventre de Rocco. À la fin, Rocco admet qu'il a été battu par quelqu'un qu'il pensait beaucoup plus faible. Il reconnaît la force du garçon, et son grand ego de gars très fort n'existe plus. Cependant, ce doux moment de reconnaissance dure très peu, car Rocco finit par être transpercé par plusieurs flèches, et peu après il meurt dans les bras du garçon qu'il a vaincu. Oui, dans cet empire, le destin d'un esclave mâle est de se battre, et aucun esclave n'est autorisé à perdre, et grâce à sa victoire, le garçon finit par recevoir une marque de Giuliano Valent. Cette marque sert à montrer sa propriété. Oui, le garçon appartient maintenant à la famille Valent, et je pensais que le V était pour la victoire. Ce type explique à ses esclaves qu'il est miséricordieux et qu'il est prêt à accorder la liberté à chacun d'eux. Après avoir obtenu 100 victoires, et ces lignes suscitent l'admiration aux yeux de tous les garçons, et cette opportunité qu'il leur a donnée à tous est aussi fondamentalement une question de vie ou de mort. Alors le garçon commence à s'entraîner rigoureusement avec Zafar, et pendant qu'il s'entraînait, Zafar réalisa que ce garçon est très fragile et qu'il ne serait pas capable de résister même à un coup puissant de ses ennemis. Zafar se rend compte que le garçon ne le pourra pas. Il ne peut même pas vaincre ses adversaires car il est très faible, mais Zafar pense que le garçon deviendra un grand boxeur. Il voit la possibilité que le petit devienne le meilleur boxeur du monde. Il rêve beaucoup. En fait, il n'a tout cet espoir que parce que les mouvements brusques du garçon et ses mouvements sont si rapides qu'il croit qu'aucun adversaire ne pourra le surpasser, et c'est pourquoi il a décidé d'être le maître du garçon, afin qu'il puisse montrer l'enfant la bonne façon d'utiliser tout ce talent d'être petit, maigre, plus rapide. C'est pourquoi il a décidé d'être son professeur, afin qu'il puisse montrer la bonne façon d'utiliser son talent. Mais peu de temps après, Zafar est ridiculisé par les autres entraîneurs parce qu'il est compétent. Ils disent tous que c'est pathétique qu'un homme qui était autrefois connu sous le nom de Logo invaincu, il ne peut même plus prendre soin de lui-même maintenant. Il ne prête aucune attention à ces critiques, informe Cestu d'un combat qui approche dans une arène de Rome et qui sera surveillé par l'empereur lui-même. Sur le chemin de l'arène, Zafar enseigne certaines choses au garçon, lui disant qu'il doit gagner pour pouvoir réaliser son propre avenir. On voit ensuite Cestu déambuler dans les couloirs de l'arène, complètement perdu en raison de l'architecture complexe des lieux. Un garçon blond nommé Ruska lui indique la bonne direction, et ils deviennent de bons amis après cette brève rencontre, et en attendant son combat, le Cestu aide un camarade esclave et combattant qui le met en garde contre les combats avec des adversaires adultes, l'informant que les enfants comme eux n'ont aucune chance de vaincre les adultes, et le destin ne semble plus être du côté de Cestu, puisque son prochain adversaire s'avère être un homme adulte de grande taille. L'empereur n'était pas enthousiasmé par ce combat, il était sûr que le petit Cestu serait écrasé à mort à cause de la différence de taille entre les deux. Malgré cela, Cestu parvient à vaincre l'adulte très facilement, sans subir un seul coup. Tout le monde est surpris, y compris Néron, qui ne voulait pas s'attendre à ce que le plus petit batte un géant. Le pauvre, il n'a jamais lu la Bible. Cependant, ce moment de joie fut de courte durée car les spectateurs décidèrent que l'adversaire du petit boxeur devait mourir après avoir honteusement perdu face à un enfant maigre. Cestu demande grâce, il ne veut pas que son ennemi meure, il fait ce qu'il faut faire en levant le pouce gauche vers l'empereur. Ensuite, l'impératrice douairière, la mère de Néron, ordonna immédiatement leur mort, tout cela parce qu'elle voyait que Cestu, un simple esclave, essayait de manipuler la décision de l'empereur romain. Heureusement, Demetrius, le général romain en chef, parvient à la calmer, déclarant que dans un moment
moment comme celui-ci, l'empereur doit montrer sa stature au peuple en jugeant calmement la situation. Par conséquent, l'adulte Lé est supprimé de l'anime et Cestu est réprimandé par Zafar pour son attitude imprudente. On lui a également expliqué qu'il ne pouvait pas se permettre de sympathiser avec un ennemi et que, pour assurer sa sécurité, il lui suffisait de penser à sa survie. S'il veut un jour épargner ses ennemis, il devra ouvrir la voie à la victoire à coups de poing, gagnant ainsi l'affection de tous. Cette répression finit par être interrompue par une invitation faite par l'empereur à notre garçon maigre. L'empereur salua Cestu avec joie, exprimant sa satisfaction du merveilleux combat que Cestu livra. En écoutant les louanges, Cestu fut surpris par le fait que l'empereur n'était pas un vieil homme, mais un jeune homme de son âge. À ce moment-là, Zafar se présente à l'impératrice comme un entraîneur de Cestu, et elle semble le reconnaître comme un homme qui a combattu Demitorius il y a des années, pour être précis, il y a 10 ans. Les deux hommes se regardent sérieusement, se souvenant du combat final qu'ils ont eu. Pendant ce temps, Cestu regardait le combattant avec peur. Après tout, c'était cet homme qui avait arraché la jambe de son maître lors d'un combat. Après cela, Demitorius révèle qu'il a préparé un combat spécial pour célébrer le couronnement de l'empereur nouvellement nommé, qui a fini par être un match entre deux boxeurs hautement qualifiés, l'un d'eux étant Ruska Demitorius, le propre fils de Demitorius. Tout le monde dans le public peut ressentir l'intensité et la force des grands boxeurs, et avant même que le combat ne commence, tout le monde les encourage, et Ruska élimine rapidement son adversaire en utilisant ses propres techniques de combat spécial. Tout le monde se rend vite compte que malgré son âge, c'est un vétéran dans l'art du combat. Néron est très surpris par ce nouveau style de combat, et Demitorius explique tout. Ce type de combat s'appelle Pink Région, je ne sais pas comment dites-le. Flamme, je sais juste qu'elle est basée sur la lutte et se confond avec les arts orientaux de son propre soldat. Cette méthode de combat utilise des frappes, des lancers, des techniques de combat et est donc bien plus meurtrière que la boxe. Cestu se méfie de Ruska et de son style de combat unique, et finit bientôt par souhaiter ne jamais être de son côté opposé dans une arène. Le lendemain, Cestu déambule dans la résidence royale avec ses chaînes. L'invitation vient de l'empereur quand soudain Ruska le salue, informant Cestu qu'il a également reçu une invitation de l'empereur Néron lui-même. Zafar informe Cestu qu'il l'attendra à l'extérieur du bâtiment royal. Après tout, il ne veut pas se mêler de ses affaires. Après avoir parlé de cela, Cestu suit Ruska à l'intérieur, les deux se promènent ensemble dans le jardin et Cestu remarque la beauté du lieu, en particulier la végétation. Après tout, il n'est pas habitué à ce genre de spectacle, sorti de nulle part, il s'arrête pour entendre un son qu'il n'a jamais entendu de sa vie. Ce à quoi Ruska explique que ce qu'il écoute est la célèbre chanson. Cependant, Cestu n'a aucune idée de ce que c'est, et Cestu, étant esclave, n'avait jamais entendu ce son lui rappelle tous les moments délicats de sa vie. Oui, cette chanson est très belle, complètement différente de la musique de combat qu'il écoutait toujours. Il était juste habitué à entendre le bruit des arènes et sans aucune raison, il s'est mis à pleurer. Néron, en voyant Cestu pleurer, est enchanté par cette scène émouvante. Après tout, il n'a jamais vu personne ému par la musique. Cela le rend très heureux et impatient de provoquer des réactions plus excitantes de la part de Cestu, et c'est pourquoi il décide d'annuler tous ses engagements pour pouvoir se concentrer entièrement sur cela. Cependant, l'impératrice n'en était pas satisfaite et, poursuivant la conversation avec les deux combattants, l'empereur demande pourquoi les deux ont pris part à des combats aussi terribles. Ruska répond d'abord en disant que son rêve était de devenir gardien sur les traces de son père. Cestu dit qu'il veut être un homme libre et ne plus être piégé dans ses chaînes, et que la seule façon d'y parvenir est d'utiliser ses poings. Pendant ce temps, Demitorius finit par emmener Zafar dans le bâtiment royal afin qu'il puisse assister à un événement intéressant, et l'événement était le suivant. Cestu était comme se faire tabasser par Ruska. Oui, l'impératrice, irritée que Néron ait négligé ses responsabilités, a exigé un combat entre deux boxeurs, un combat auquel Ruska ne voulait pas non plus participer, mais malheureusement il a dû se battre. En voyant cette scène, Zafar regrette de ne pas avoir accompagné Cestu. Après tout, parce qu'il n'était pas allé avec le mineur a fini par se retrouver dans cette situation, tout cela à cause du tempérament de l'impératrice. Au milieu de ces événements, Demitorius avertit son fils de ne pas se retenir. Ainsi, nous voyons les deux boxeurs prendre position pour le combat, et le combat commence avec Cestu s'appuyant sur sa vitesse pour porter un coup, mais Ruska les esquive tous, ayant toujours une longueur d'avance sur son ennemi. Au milieu du combat, il serre Cestu dans ses bras, puis est facilement projeté au sol par Ruska. Ainsi, Ruska a commencé à étrangler le ciel, et notre maigre esclave n'est pas prêt à abandonner, ce qui a aggravé la situation pour lui. Zafar, gêné par la douleur de son élève, tente d'intervenir, mais il est immédiatement stoppé par Demitorius. Cependant, l'empereur Néron finit par mettre fin à cette violence en explosant et en criant qu'il n'avait jamais voulu être empereur. Il ne prendra que la poupée de l'impératrice, et en entendant cela, l'impératrice s'est mise à pleurer, montrant son côté faible, ce qui a choqué tout le monde. S'ils avaient pu, ils auraient fermé les yeux et les oreilles pour ne pas avoir vu cette scène, mais malheureusement tout a été entendu. Après sa fuite, Ruska est réprimandé par son père pour ne pas avoir mis fin à la carrière de Cestu. Après avoir été réprimandé, on voit que Ruska porte un fort désir de tuer son propre père parce qu'il en a assez de toute sa cruauté. Un peu plus tard, on voit Cestu attristé par sa perte. Ailleurs, on voit que le centre de formation de Valan a fini par être incendié et tous les esclaves de l'établissement ont fini par être vendus aux enchères, compris Cestu, et il est maintenant sous la garde d'un différent marchand d'esclaves. Dans ce nouvel endroit, il voit le gladiateur le plus fort, il pratique un entraînement rigoureux, se traînant avec du poids sur ses bras et ses jambes. Zafar ouvre la bouche et explique qu'il s'agit d'une méthode d'entraînement efficace qui fournit une défense incroyable à la personne. Cestu continue de regarder le gars alors qu'il s'entraîne sans relâche pendant des heures et dure ses cours avec Zafar.
hasard. Ils s'interrogent sur leurs propres objectifs et la durée de leur cours, et ce que ces cours feraient pour qu'il atteigne, où je suis tombé dans la nuit en cherchant une salle de bain pour se soulager. Sestu finit par voir Sabina, c'est la plus belle femme de cet endroit, tout homme sur cette terre qui la voit finit par tomber instantanément amoureux, et elle était partie faire certaines choses, et elle voulait y revenir par surprise, mais Sestu a tout gâché. La femme demande qui est le garçon, il se présente comme un esclave puis demande qui elle est, et comme il ne la connaît pas, la femme comprend vite qu'il n'est pas de cet endroit, et alors qu'on l'emmène à l'autre, Sestu a fini par rougir comme un enfant, et avec l'arrivée d'un figurant au hasard, Sestu finit par découvrir à quel point elle est une personne importante. Le lendemain, nous voyons ce gars qui s'entraînait dur sans arrêt, Anden, il demande à ses partenaires d'entraînement de se battre avec lui, mais le combat finit par être interrompu par Sabina, qui ridiculise Anden pour sa persistance à s'entraîner et sa force de victoire. Mais en réponse, Anden lui dit qu'il tiendra la promesse qu'ils ont faite, ce à quoi Sabina fait semblant de ne pas se rappeler quelle est cette promesse. Elle fait semblant de n'avoir aucune promesse avec lui, et toute cette discussion finit par être interrompue par une femme qui prétend que plusieurs hommes font des ravages dans le bar de sa famille, et elle veut que Sabina l'aide. Luria aux yeux bleus se lève immédiatement et promet de rendre justice à la femme et à toute sa famille. Elle ordonne à ses esclaves de mettre fin au fléau qui sabotait la paix de son pays, et évidemment Sestu devait être inclus au milieu de tous ces combattants. Ils arrivent sur les lieux et après quelques propos grossiers des criminels, les deux camps s'accordent et se préparent à se battre. Le combat commence à se déchaîner et Sestu contribue brillamment, laissant tomber la bande en plusieurs. Cependant, au moment où un chef de tous ces bandits l'attaque, Sestu frappe le gars, réussissant à le renverser, mais le gars se relève, et au lieu d'essayer de se battre, il force sa main contre le garçon en se concentrant. Complètement en fuite, Sestu essaie de courir après lui, mais le gars est rapide, il s'enfuit vite, et malheureusement Sestu a fini par perdre un homme parmi la foule. Sabina est assez irritée par le fait que ce type s'est enfui, mais plus tard, elle est informée qu'Anden l'a mise dans une situation en capturant le chef et en le traînant de l'autre côté de la rue jusqu'à elle. À ce moment, Anden révèle son irritation face au fait que Sabina utilise des étrangers pour faire face à cette situation, lui disant qu'elle aurait dû le chercher au lieu de faire confiance à d'autres esclaves. En réponse à cela, Sabina utilise son affection contre lui, se moquant d'Anden, mentionnant même la promesse qu'ils ont faite dans le passé. En entendant cela, Anden promet une fois de plus de tenir tout ce qu'il a promis. Nous sommes émerveillés par l'augmentation avec laquelle il a fait une telle promesse. Dans le passé, le jour de l'anniversaire de Sabina, de nombreux seigneurs et nobles se réunissaient pour la féliciter, célébrant et commentant sa beauté éternelle. À l'époque, elle avait même reçu un poney en cadeau. Soudain, Anden apparut voulant la féliciter et elle se contenta de le gronder, lui demandant quel genre de cadeau un simple esclave comme lui pourrait lui offrir pour la rendre heureuse. Anden ouvre la bouche et promet de réaliser une séquence de 30 victoires consécutives en son nom, et ce sera son cadeau. À Pompéi, aucun gladiateur n'a réussi à remporter plus de 30 victoires consécutives, et Anden a promis de dépasser ce record, et Sabina, étant une femme insatisfaite de tout, dit que tout cela est très peu, puis dit qu'elle accorderait sa liberté s'il réalisait une séquence imbattable de 50 victoires. Anden a travaillé sans relâche pour remporter ces 50 victoires. De retour au présent, Anden doit encore vaincre 2 adversaires pour atteindre son objectif, et Sabina lui rappelle qu'une seule défaite le mènera à 0, répondant en disant qu'il a confiance en lui et en toutes ses forces. À ce moment-là, un esclave et compagnon de Sestu dénonce la tension d'Enem pour ses intentions déshonorantes, et dans le feu de l'action, il se désigne lui-même et Sestu comme ceux qui l'ont vaincu, et tout cela se produira lors du prochain tournoi. Anden appelle le 2 pour se battre pendant lui-même, mais ses animes finissent par se calmer, et chacun repart à sa manière, qui est à pied, et en retournant au terrain d'entraînement. Les compagnons et esclaves de Sestu lui conseillèrent de ne pas être aussi agressif contre un adversaire plus grand et plus fort. Oui, une personne beaucoup plus grande et beaucoup plus forte a bien plus d'avantages que le Sestu. Il doit trouver un moyen de battre une personne grande et forte avec une excellente défense, comme Anden. Pendant le dîner, un festin spécial est préparé pour les jeunes esclaves. Oui, ils pourront tous manger de la viande, beaucoup de protéines pour devenir grands. Cela fait comprendre à Sestu qu'il doit travailler dur et augmenter sa force, et pour que si cela est possible, il doit manger beaucoup, mais c'est un esclave. Heureusement, celui qui porte la cape s'en rend compte et propose d'apprendre à Sestu un coup mortel. S'il est prêt à l'appliquer, Sestu saisit l'opportunité avec enthousiasme. Cependant, à ce moment-là, Sestu est informé qu'il est convoqué par Sabina car elle veut quelque chose de lui. Quand il arrive dans sa chambre, Sabina lui fait une offre séduisante de l'emmener à Rome. Évidemment, elle veut l'acheter et elle veut qu'il soit le porteur de ses sacs. Évidemment, c'est une offre intéressante, mais cette offre mettra fin à sa vie de combat. Sestu lui demande pourquoi elle n'a pas choisi Anden comme premier choix pour ce rôle, à quoi elle décrit qu'il n'est qu'une simple brute sans grâce et sans manière. Et Sestu est bien plus idéal, il a déjà fait ses preuves au combat et il est très jeune, elle peut donc l'entraîner pour qu'il ait un comportement plus noble. Cependant, Sestu rejette cette offre, disant à la femme qu'il n'est pas intéressé à être son jouet et qu'il est fier en tant que combattant, informant Sabina que sa vie n'est pas aussi misérable qu'elle le pense, l'informant qu'il a des gens qui se soucient de lui et même de ses amis. Il révèle également qu'il a eu il y a longtemps une expérience avec le noble, dont il s'est également opposé à son achat. Ce noble l'a utilisé comme un outil de solitude, et la seule façon de survivre était de s'enfuir. Il a dit à Sabina qu'il l'achèterait avec ses propres efforts, et en utilisant uniquement ses points, il gagnerait sa liberté. Sabina s'est sentie offensée par cela, disant immédiatement qu'elle n'était pas seule et qu'il était un idiot. Pourquoi utiliser une offre aussi réfléchie? Elle a dit qu'il n'aurait plus jamais une telle opportunité, mais le garçon a demandé s'il pouvait partir maintenant.
Maintenant, comme il avait de la nourriture, Sabina lui a dit de partir, frustrée, tandis que Cestu courait manger quelques minutes plus tard pendant le bain. Sabina flirte sans vergogne avec ses herbes pour augmenter en quelque sorte son ego qui vient d'être rejeté par un esclave. Cependant, le fait qu'elle ait été rejetée par un esclave fait grandir la haine dans son cœur, c'est pourquoi elle a appelé Anden dans sa chambre et lui a demandé de donner une bonne raclée à Cestu. Oui, la prochaine bataille d'Anden aura lieu contre notre garçon maigre et malheureusement pour le petit, Anden donnera tout ce qu'il a. Tout cela au nom de Sabina, Anden accepte volontiers tout cela. Après tout, sa chère et bien-aimée Sabina va le voir se battre pour la première fois et donc il est très désireux de tuer Cestu et maintenant à cause des désirs de Sabina. Le premier combat de Cestu dans un tournoi sera contre Anden et bien que tout le monde dise que Cestu sera écrasé, il continue vers sa défaite évidente et est assez nerveux mais toujours confiant qu'il peut gagner. Il ignore évidemment tout mot de découragement, il croit que s'il garde son entraînement dans ses yeux perçants, il en sortira victorieux. Le garçon utilise le temps qu'il lui reste pour perfectionner sa technique pour vous garder, tandis qu'Anden fait de même, seul, s'entraînant davantage. Et en plus, mais à chaque minute qui passe, Anden s'énerve. Après tout, il est jaloux de Cestu car Sabina ne va voir qu'un de ses combats à cause de ce garçon qui a refusé ses souhaits. Maintenant Anden croit qu'il est vraiment imbattable car il a enfin réussi à perfectionner son talent. Là où sa défense est pratiquement impénétrable, en raison de son entraînement intense, il croit pouvoir encaisser des coups toute la journée et selon Anden lui-même, ses armes sont des armes de combat mortelles qui ont abattu l'ennemi d'un seul coup. Maintenant avec beaucoup de haine, de colère et de jalousie, d'envie et tous les pires sentiments qu'un homme puisse avoir, Anden est déterminé à descendre la pierre en Cestu et après avoir réalisé que Sabina ne voit aucune valeur en lui, Anden a décidé de se battre enfin pour sa propre liberté et pas seulement de se battre pour donner un joyeux anniversaire à Sabina, se libérant enfin de cette fixation. Par Sabina, dans l'arène, on voit que tout le monde a fait des paris très lourds pour les deux boxeurs. Évidemment la majorité des paris étaient sur Anden, l'arène était pleine de conversations et de gens excités, tout le monde voulait voir une tête volée, les deux combattants se préparaient, enfilant leurs costumes respectifs et avant le combat, Sabina souriait, étant plutôt content de ton ici, le Cestu prendra. On voit donc l'habitude d'annoncer l'arrivée d'Anden, le public chante le nom de son boxeur préféré, Anden, Anden, laid comme l'enfer, wow, très laid. Après n'avoir jamais assisté à sa défaite, ils avaient tous de grands espoirs que leur homme CG gagnerait. Nous voyons que les protège-bras d'Anden sont assez uniques, étant fondamentalement une vie de piratage, et Zafar explique à ses étudiants que les protège-bras qu'Anden porte sont spécialement faits pour résister aux attaques lourdes et rapides, mais il se demande aussi comment Anden va attaquer son adversaire avec ses protections. Peu de temps après, nous voyons l'arrivée du ciel et une scène annoncée à toute l'arène. Le garçon est excité et déterminé à gagner, malgré les chances contre lui. Tout à coup la foule commence à gronder Anden, alors qu'il se bat contre un enfant maigre. Adversaire, l'accusant de choisir ses adversaires juste pour obtenir un record plus élevé, mais Anden ignore ouvertement tous ses commentaires. Il sait qu'il a face à un enfant, mais il est évident qu'il n'a pas prévu ça. Oui, c'est la faute de Cestu. On voit donc les deux boxeurs serrer les poings et se positionner pour se battre. Anden se sent déshonoré car la foule le ridiculise pour s'être battu contre un adversaire très facile, tandis que Cestu essaie de ne pas se laisser abattre par la taille d'Anden et reste ferme, essayant de garder son confiance. On voit donc l'arbitre agiter son bras et le match commence. Les protections en acier d'Anden se sont révélées très efficaces car Cestu est incapable d'endommager les bras de son ennemi grâce à cette protection en acier, ce qui met le garçon maigre dans une situation difficile et Anden en est conscient, affirmant une fois de plus qu'il pense que tout ce que Cestu a à offrir, c'est son apparence mignonne et l'apparence d'un jeune homme doux. Cependant, Cestu augmente la vitesse de ses attaques, lançant un coup de poing après l'autre sans s'arrêter, étant assez rapide et agile, n'attendant qu'une simple ouverture pour pouvoir porter un coup fatal. Finalement, Anden est incapable de suivre l'attaque. La vitesse du garçon étant complètement surpris par la résistance du plus petit, mais la surprise n'était pas seulement ce qu'il avait. Il reçoit également un coup à la mâchoire et finit par être projeté au sol. Tout le public applaudit, surpris par la chute du champion invincible, et Sabina ne sait pas quoi dire, elle n'arrive pas à croire que Anden peut être vaincu. Cependant, Anden se relève, ayant désormais plus de respect pour son ennemi, acceptant que le plus petit en vaut la peine. Il se positionne avec sa jolie posture de combat, alors la bataille reprend et Cestu finit par oublier de respirer pendant sa fureur de coups de poing. Lorsqu'il reprend son souffle, il se rend compte qu'attaquer Anden à toute vitesse est une stratégie temporaire, et que cela est temporaire ne mènera pas à la victoire. Donc le deuxième combat entre les deux boxeurs continue, et Anden donne quelques coups de poing à Cestu, assez agressivement, mais prudemment, ne laissant aucun espace pour que le garçon puisse en profiter. Cestu reste équilibré, gardant une certaine distance avec son ennemi pour qu'il ne soit pas touché mortellement. Finalement Anden parvient à manipuler Cestu dans la direction qu'il voulait, et porte un coup final, contre lequel Cestu est incapable de se défendre, et cet ensemble de les mouvements exclusifs d'Anden ont choqué tout le monde, y compris Zafar. Après tout, il utilisait une forme ancienne de boxe. Cestu tombe au sol et après avoir été touché, mais il se relève avec difficulté, croyant qu'il ne peut pas abandonner et qu'il doit gagner ce bataille. Cependant son sens de l'équilibre est perturbé. Heureusement c'est un anime, et le Cestu est debout, mais c'est maintenant l'occasion parfaite pour un Anden de mettre enfin fin au match. Il sourit juste d'une manière inquiétante, et ne bouge même pas. Le Cestu prend cela comme une provocation, croyant qu'un Anden joue avec lui, mais peu de gens dans la foule se rendent compte qu'un Anden envisage de porter un coup mortel au garçon. N'offrant aucune pitié, Cestu décide de se défendre en attaquant, remplissant un Anden de coups de poing. C'est exactement ce que veut Anden,
Anden, car il croit que plus Cestu se bat, meilleure sera sa victoire à la fin. Zafar s'inquiète pour Cestu alors qu'il essaie de découvrir ce qu'Anden prévoit pour son élève. Après tout, Anden est se cachant derrière son sourire et sa défense impénétrable. Cestu essaie d'attaquer le ventre d'Anden, le distrayant avec l'ocu sur le dessus, et soudain il se penche pour frapper le ventre d'Anden, mais sans le savoir, il tombe dans le piège d'Anden et finit par recevoir un coup de poing directement dans le cou par le dessus de son corps. C'est un coup implacable qui a été porté sans aucun signe de pitié. Anden avait juré de ne plus jamais utiliser cette technique, mais maintenant le désordre était personnel et il voulait éliminer Cestu, et le coup qu'il vient d'utiliser s'appelle décapitateur, et il a déjà tué 2 adversaires dans le passé en utilisant ce coup. Après avoir fait alors, Anden leva le poing en signe de victoire, sans aucun espoir que Cestu se relèverait. Tous les campeurs esclaves de Cestu, et même Zafar l'encouragea à se lever, car le garçon était inconscient dans l'arène, pendant un état de sommeil. Le Cestu éveillait toute sa puissance toute l'année. Cestu entendait ses compagnons en arrière-plan, mais le ciel pour lui devenait étoilé, il était presque en train de mourir, et de nulle part il récupère et se relève, mais il est complètement perdu, il ne sait pas qui est son ennemi, il ne le sait pas. Je ne sais pas pourquoi est-il dans l'arène et pourquoi est-il attaqué. Oui. Après une très forte commotion cérébrale, un être humain peut finir par perdre temporairement la mémoire, et sachant que perdre un combat signifie sa mort, le garçon dit à l'arbitre qu'il veut continuer le combat, alors Anden attaque continuellement, déterminé à gagner bientôt. Et la situation ne s'annonce pas bonne pour Cestu, car il ne se souvient pas de certaines choses qui viennent de se passer. Pour Cestu à ce moment-là, c'est comme s'il venait de se réveiller, et tout à coup il entre sur le champ de bataille, comme ça quand Anden atterrit d'un coup de paume. Cestu est convaincu qu'il mourra s'il ne gagne pas. Ses souvenirs précédents défilent instantanément devant ses yeux alors qu'il est à nouveau renversé. Mais avec un cri de guerre douloureux, il se lève une fois de plus, remplissant la foule de spectateurs de plaisir. Zafar, malgré les chances évidentes contre son élève, incite Cestu à continuer, se souvenant du coup secret qu'ils ont entraîné, et s'il ne l'utilise pas, tu ne quitteras pas cette arène vivant. Cestu reste ferme et lève une nouvelle fois les poings pour continuer une bataille qui ne semble pas avoir de fin. Alors Cestu parvient enfin à se mettre en tête le fameux coup capable d'assommer un grand personnage qu'il a entraîné avec Zafar. Oui, maintenant c'est son dernier recours. Il regarde Anden avec détermination. Les spectateurs voyant tout le retard dans ce combat, ils commencent à gronder Anden pour avoir tant de problèmes avec son petit adversaire. Même Sabina est d'accord avec le public et elle se demande si Anden est vraiment contre le garçon. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais Anden la regarde, et d'un seul regard il montre qu'il fait de son mieux. Mais le garçon sait vraiment bien, le célèbre décapiteur de Pompéi aurait dû complètement assommer Cestu, et le fait que le garçon ait pu se relever ne fait pas partie de ses plans. Sorti de nulle part, la scène passe à un petit esclave, demandant à ses amis pourquoi Cestu continue de résister, comment il est capable de se relever instantanément et de recevoir un coup mortel, malgré son apparence si fragile. Il reçoit la réponse que ton corps, même s'il est petit, est assez flexible et très doux, donc votre corps est capable de répartir la pression dans tout le corps. Quant à la récupération instantanée, cela est dû au fait que les fonctions cardio-pulmonaires sont pleinement opérationnelles, même après avoir reçu cela soufflé. Cestu est un garçon en très bonne santé, et avec son corps fonctionnant à 100%, son sang est capable d'obtenir de l'oxygène plus frais, et tout cela a fini par permettre à Cestu de récupérer immédiatement après avoir reçu une blessure apparemment mortelle. Le match continue et Anden s'approche lentement de Cestu, traînant les pieds sur la rivière sans créer d'ouverture pour le garçon. Une fois de plus, il adopte sa position basse pour attaquer le Cestu qui le reçoit de front. Se souvenant des paroles de Zafar pour affronter la mort la tête haute, il parvient donc à esquiver l'attaque initiale, mais perd l'équilibre et trébuche, mais il ne le fait pas, ne tombe pas avant de donner un coup de poing sur le côté d'Anden, l'empêchant ainsi d'utiliser son bras dangereux. Anden fait de son mieux pour retenir son expression de douleur, mais Zafar a réussi à se rendre compte que le coup de poing donné par Cestu lui a cassé les côtes. Oui, Cestu avait déjà donné un coup de poing à cet endroit précis auparavant, et maintenant avec ce deuxième coup, c'est très improbable que la côte d'Anden est cassée et que le gars retient sa douleur. Cela augmente considérablement les chances de victoire de Cestu, et maintenant il y a beaucoup de gens qui crient le nom de Cestu, même si c'est un nom très difficile à prononcer, alors que certains sont maudissant Anden. Après tout, ils ont parié beaucoup d'argent sur lui. Sabina est irritée par la durée du match, mais ce qui ne peut être nié, c'est que c'était incroyable de voir un garçon aussi faible tenir tête à Anden, qui est le champion invaincu de Pompéi, et au fur et à mesure que le combat continue, la préférence du public finit par se tourner vers Cestu. Après tout, le garçon donne son âme dans cette bataille. Au milieu de la foule, nous voyons un gars au nez tordu, inquiet pour Cestu, et ce gars faisait partie d'un troupeau de jeunes esclaves. Il se souvient avoir été tourmenté par la faim tous les jours pendant son enfance, incapable de parler ou de s'exprimer. Toi-même, un certain jour, on a annoncé qu'une certaine personne très riche voulait acheter un esclave. À ce moment-là, il ne comprenait rien de ce qui se disait parce qu'il avait juste très faim, mais à un moment donné les yeux de tous les enfants s'illuminèrent quand un ange apparut devant eux. Cet ange était en réalité Sabina, une très belle, et elle expliqua rapidement aux esclaves que ceux qu'elle choisirait ne rencontreraient pas de difficultés. Tous les garçons sont restés captivés par sa voix et son apparence, même s'ils ne comprenaient pas un seul mot qui sortait de sa bouche, mais tout a changé lorsqu'elle a dit qu'un seul garçon serait choisi, et cela a fini par déclencher une tragédie parmi les garçons. Tous parmi eux, ils ont commencé à se frapper et à se frapper, prêts à éliminer tout le monde pour que seul le vainqueur puisse partir avec Sabina. À l'époque, ce type n'avait même pas le nez tordu, et comme il était assez grand, il a réussi à aller jusqu'au bout de ce combat, étant seul dans un combat contre Anden.
regardant tout ce combat d'une manière ou d'une autre, a commencé à aimer tout ça, et c'est à ce moment-là que la petite fille a commencé à être façonnée pour avoir ce genre de pensée sombre qu'elle aime manipuler les autres. Pendant le combat, le gars le plus grand aurait gagné, mais Anden lui a donné un coup de tête et lui a cassé le nez, laissant le nez du gars tordu pour le reste de sa vie, et lui, avec son nez cassé, s'est rendu, et cela s'est complètement transformé en pierre. Avec le nez tordu, et quelques temps plus tard, après qu'Anden ait été accueilli, il a également fini par être accueilli, mais pas pour une vie de combat, mais plutôt comme un esclave qui a reçu une éducation et mène une très bonne vie. Il reconnaît qu'il n'a pas le courage et la persévérance d'un esclave combattant, alors la bravoure éternelle de Cestu active une certaine chaleur dans son cœur, et à la suite de tout cela, il se lève et applaudit à haute voix Cestu en même temps. De nombreuses personnes dans le public soutiennent le garçon maigre, et maintenant les mouvements d'Anden sont beaucoup plus lents en raison de sa blessure, ce qui donne au garçon maigre l'opportunité de se frapper les côtes, profitant de la douleur d'Anden. Malgré cela, il parvient à repousser le garçon dans une tentative désespérée de gagner cette bataille. Anden change de position et envoie une œuvre menaçante, ce qui fait hésiter même Cestu, mais en utilisant des cris lointains pour l'encourager à continuer, alors que l'Anden essaie juste de gagner du temps pour résoudre sa douleur et faire entrer de l'air dans ses poumons. À cause de sa côte cassée, il peut à peine respirer, échangeant ainsi coup après coup. Les boxeurs gardent les yeux fixés l'un sur l'autre, chacun faisant de son mieux dans la bataille. Anden force une attaque combinée de 3 coups sur le garçon, que le garçon parvient à esquiver parfaitement, perdant complètement ses mouvements et réussissant même à en donner un. Je le savais, ce qui fait maintenant saigner Anden. La confiance grandit au sein de Cestu, alors qu'il élabore un plan pour enfin mettre fin au match. Cependant, cette atmosphère change brusquement, lorsque Cestu commence à saigner du front, le sang s'infiltre dans un de ses yeux, le mettant dans une situation très désavantageuse car il est aveugle d'un œil, et c'est terrible car il a besoin de toute sa précision pour porter ses attaques, et à ce moment-là, Anden commence à dire qu'un combat n'est pas seulement une question d'habileté. Pour gagner une bataille, il faut parfois être en proie à la chance, et que le sang qui coule du front de Cestu est la chance d'Anden, criant pour qu'il gagne sa bataille. Malheureusement à cette époque il n'existait aucune méthode pour mettre fin facilement à un saignement au front. Le sang continue de couler, passant par les yeux de Cestu. Maintenant, Anden envisage d'utiliser à nouveau son décapiteur, et Cestu envisage d'utiliser son mouvement mortel que Zafar lui a appris, car il n'a que la résistance nécessaire pour donner quelques coups supplémentaires. Alors en criant beaucoup, les deux boxeurs se lancent l'un sur l'autre, chacun déterminé à en finir une fois pour toutes avec leur adversaire. Alors Anden porte son coup, et le garçon maigre compte sur sa vitesse pour pouvoir attraper un Anden dans une position parfaite. Oui, Cestu a tourné son corps, se plaçant juste derrière Anden, évitant ainsi le coup décapitant du visage, puis frappant le cou d'Anden de son premier coup mortel. Un coup qui touche l'arrière de la tête de la personne, coupant l'activité neuronale de la personne. Ce coup est parfaitement appliqué, et la foule se met à crier le nom de Cestu. Quand il parvient enfin à faire tomber un Anden du sol, tout le monde croit que c'est un miracle, le fait qu'un simple enfant maigre puisse vaincre un combattant professionnel comme Anden. Cestu était heureux d'avoir gagné, et Sabina exige qu'Anden se lève. Elle ne cesse de lui demander s'il veut l'embarrasser en s'allongeant dans l'arène, l'air vaincu. Après tout ce qu'est la console, il n'est pas possible pour lui de perdre contre un garçon maigre, et encore une fois il lui donne l'ordre de se lever du sol. Cependant, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Même si Anden essaie de se relever, il n'y parvient pas, et donc Cestu est déclaré vainqueur de cette bataille. À l'époque, la plus belle femme nommée Sabina a ordonné à Anden de se lever, mais il était déjà complètement vaincu. Après la victoire de Cestu, Zafar réfléchit sur la différence entre les coups d'Anden et de Cestu, tandis qu'Anden frappe avec la partie inférieure de sa paume. Cestu donne un coup de poing direct sur la partie inférieure du crâne de Cestu, ce qui garantit son Anden la victoire. Après avoir repris ses esprits, Anden demande qui est ce garçon devant lui, et Cestu répond en disant qu'il n'est qu'un esclave combattant, tout comme lui. Pendant que les deux parlaient, la foule des spectateurs maudissait Anden pour avoir perdu face à un enfant. Tout le monde les traitait de farce et exigeait sa mort. Cestu ne pouvait évidemment pas supporter de voir la foule réclamer la mort d'un homme aussi puissant qu'Anden. Il a donc agi comme toujours, levant le pouce à tout le monde pour tenter d'épargner la vie d'Anden. Cependant, sa tentative d'aider son ennemi a amené tout le monde à souhaiter leur mort, car un esclave n'a pas le droit de mendier pour la vie de quelqu'un. Dans la foule, le Nazirto a défendu les deux combattants, expliquant qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans la bataille et que tout le monde devrait célébrer le fait d'avoir été témoin d'un combat incroyable comme celui-ci. Cependant, son appel n'a servi à rien, car tout le monde voulait juste voir quelqu'un perdre la vie. C'est à ce moment que Sabina entre en scène, attirant l'attention de tous par sa beauté et disant à tout le monde de se contenter de l'exposition d'aujourd'hui et qu'aucun de ses esclaves ne serait éliminé en raison de l'influence et de la beauté de sa vie. A dû accepter son verdict final. Un peu plus tard, nous voyons Cestu se réveiller dans sa chambre. Il est couvert de bleu sur tout le corps, et bien que ses amis esclaves soient heureux d'avoir gagné un combat contre un ennemi si puissant, son nez est cassé. Il lui demande s'il va bien, mais le garçon demande rapidement comment va Anden. En réponse, on lui dit qu'Anden a été abandonné par son propriétaire, et à cause de cela, il ne participera plus au tournoi, et selon le nez tordu, ce sort pourrait être pire que la mort de mai pour l'Anden. Heureusement, dans un acte d'adieu, Sabina a prononcé quelques mots de gratitude qu'Anden avait tellement hâte d'entendre. Cependant, entendre cela après une défaite et un abandon a dû être trop douloureux pour Anden, et tout le monde pense que le mieux serait qu'il soit simplement abandonné. Après la conversation, tout le monde se remet au travail, laissant Cestuzide seul. Le garçon commence à réfléchir sur son combat à vie ou à mort qu'il a mené contre Anden. De l'autre côté de l'écran, on voit Zafar
Zafar allait rendre visite à Anden pour voir comment il va. Non seulement cela, mais il est curieux de connaître les mouvements que les deux boxeurs ont utilisés dans leur combat et comment ils ont finalement le même objectif qui est de frapper l'arrière du crâne, neutraliser l'ennemi. En y réfléchissant, Zafar conclut que quelqu'un a dû enseigner ce mouvement à Anden, tout comme il l'a enseigné à Sestusi. C'est pourquoi il veut savoir qui a appris à Anden à faire cela. En réponse, Anden dit qu'il y a 5 ans, il a rencontré un homme. À cette époque, il s'entraînait comme un esclave de combat normal et parce qu'il n'avait aucun rôle principal. Il s'est entraîné et a acquis une croissance lente mais régulière de ses compétences de combat. En raison de sa croissance lente, en dernier recours, il a résolu de demander au dieu de l'aider. Un homme apparut devant lui, faisant des observations précises sur Anden, ce qui lui fit rapidement croire que cet homme n'était pas un humain normal, mais plutôt une sorte de messager envoyé par les dieux. Cependant, l'homme réfuta ses affirmations et évalua que ce qu'Anden il lui fallait un professeur pour l'aider à grandir et à s'améliorer. En entendant cela, Anden tomba à genoux sur le sol. Suppliant l'homme de faire de lui le plus fort, l'homme a facilement accepté, révélant qu'il était lui-même un combattant de 3e année qui cherchait un homme avec une pure motivation pour enseigner, et quand je dis enseigner, je veux dire enseigner tout ce qu'il veut. Ne parvenant pas à l'atteindre, il se retourna sur ses genoux et montra à Anden comment tuer ses ennemis d'un seul coup. À cette époque, Anden a commencé à travailler dur pour renforcer la partie inférieure de son corps, le tout en accord avec l'entraînement de l'homme, gagnant ainsi une pression sans précédent et des victoires dans ses victoires. Plus il s'entraînait avec l'homme, plus il se démarquait. Et après avoir tué un adversaire d'un coup mortel, son professeur disparut aussi soudainement qu'il était apparu. Zafar, après avoir entendu cette histoire, a nié l'idée que l'homme soit quelqu'un de divin, un philanthrope. Au contraire, il a affirmé que l'homme était quelqu'un qui utilise certains combattants comme cobayes pour prouver et expérimenter ses idées et ses techniques. Depuis qu'il présente, il acquiert suffisamment d'informations et passe à l'expérience suivante. Son nom est un grand secret, et selon les Zafar, cet homme a les yeux d'un dieu et le cerveau d'un démon. Selon le Zafar, ce même homme lui a également enseigné, et maintenant il continue de se promener, menant ses expériences de combat. Après la conversation, Anden se prépare à partir, et sorti de nulle part, il est surpris par Crooked Nose qui lui propose un sachet de médicaments. Alors qu'ils se disent tous les deux au revoir, nous voyons que Zafar pense qu'Anden reviendra bientôt. Après tout, la seule chose qu'Anden sait faire, c'est se battre, et le seul endroit où l'ennemi peut survivre à ses coups est le Colisée. Après le long tournoi, Naristurto dit à Sestu qu'une fois qu'il aura obtenu sa liberté, il pourra le contacter s'il a besoin d'aide dans son travail, ce que Sestu accepte volontiers. Alors qu'il s'éloignait de la ville, tous les habitants ont commencé à l'acclamer car ils étaient très impressionnés par son courage et son dévouement. Et Anden aux pétales de rose crie son nom tandis qu'il répond joyeusement. Au bout d'un moment, Sestu et ses amis esclaves travaillent à la construction d'une route pour les prochains mois. Les Romains construisaient leurs routes différemment pour assurer leur longévité. Même les routes secondaires et les plus petites bénéficiaient de ce traitement privilégié. Ils ont placé des pierres et du gravier de différentes tailles, ainsi que 3 couches pour le drainage, et ont lentement pavé leur route. Le tout supervisé par des ingénieurs civils spéciaux. À ce moment-là, un gardien demande à informer les ouvriers de l'heure de la pause, tandis que les garçons esclaves s'effondrent. Tout cela dans l'épuisement. Contrairement à ses compagnons, Sestu continue de creuser jusqu'à ce que ses mains commencent à saigner. Pendant le déjeuner, tous les garçons se plaignent du travail intensif qui leur est assigné, se demandant combien de temps ils vont devoir le supporter. Leurs mains sont blessées, au point qu'ils ne peuvent même plus utiliser une cuillère pour manger. Mais Sestu réfute toutes ces protestations, affirmant sévèrement que cela fait partie de sa formation. L'entraînement est confié par Zafar, afin qu'il puisse devenir plus fort. Cependant, malgré cela, tout le monde se demande si Zafar les a abandonnés. Mais ensuite, Sestu nous rappelle les paroles de Zafar. Il leur a dit à tous qu'ils n'avaient pas assez de force pour se lancer dans un combat vraiment dangereux, puis ils lui ont donné une pioche pour augmenter sa puissance et l'ont informé qu'il devrait arrêter tout autre entraînement, à l'exception de la course et de l'excavation. C'est donc ce qu'ils ont fait depuis 2 mois, courir et creuser jusqu'à ce qu'il soit temps d'abandonner. Les pioches sont le symbole des boxeurs car dans la Grèce antique, les boxeurs utilisaient des pioches pour entraîner leur corps car la fouille contenait tous les éléments nécessaires pour renforcer le coup de poing. Zafar revient peu de temps après, tandis que les garçons se réjouissent, pensant que leurs journées de travail tortueuses sont terminées. Cependant, leurs célébrations sont interrompues lorsque Zafar les informe que leur interruption n'est que temporaire et qu'ils doivent s'entraîner en creusant pendant au moins 6 mois, ce qui amène les garçons à la troupe qui veut discuter de quelque chose avec eux. Le chef de troupe présente le Sestu à des envoyés impériaux qui recrutent des boxeurs exceptionnels pour combattre lors du prochain tournoi de l'empereur. Ils avaient parcouru un long chemin à la recherche de Sestu et s'inquiétaient que ce garçon à l'air frêle ait été tué, mais il se tenait maintenant devant lui, le garçon pour lequel ils avaient entendu tant de compliments. Cependant, ils lui ont parlé d'un tournoi de qualification organisé pour prier pour la prochaine victoire de l'Arménie. Des boxeurs de toute la province participeront à ce tournoi et un ordre impérial a été émis pour que Sestu combatte dans ce tour, ce qui signifie qu'il n'avait pas la possibilité de refuser comme il ne l'a jamais fait. Sachant que le Sestu pouvait exister en relation avec l'ordre, les envoyés déclarèrent que ceux qui participeraient à cet événement seraient généreusement récompensés et que le champion recevrait un prix de l'empereur. Sestu, étant un esclave combattant, se verrait accorder la liberté par l'empereur. Sestu, après lui, était ouvert à l'idée de participer mais estimait que leur ficelle était toujours tirée par l'empereur. S'il a pleuré devant Néron comme un petit garçon après avoir entendu juste un peu de musique, alors c'est assez clair, pas étonnant que Néron ait pensé qu'il pouvait manipuler le Sestu. Le maître de troupe chargea Rudoc de combattre dans la division des arts martiaux aux côtés de Sestu.
Cestu, ce que Rudok accepta. Zafar a doublé l'entraînement de Cestu à seulement un mois des qualifications. Cestu voulait abandonner l'entraînement intensif mais Zafar demanda à Cestu de lui faire confiance, ainsi que dans ses méthodes d'entraînement qui ne lui permettaient jamais de perdre une bataille. Les paroles de Zafar étaient comme une loi pour le Cestu, alors il continua à creuser et à frapper, alors que la roue du destin commençait à tourner une fois de plus. Un mois passe et Cestu s'est installé dans un petit espace boisé pour les qualifications, et malgré le tournoi organisé par l'empereur, il n'a pas ressenti le besoin de dépenser de l'argent pour l'extravagance d'un match de qualification, surtout parce qu'il avait besoin de dépenser de l'argent sur quelque chose de bien mieux. Par conséquent, l'arène était une petite structure en bois qui a été abandonnée et laissée pourrir après que les structures en pierre plus grandes et plus solides aient été achevées. Le grand Colisée lui-même a commencé comme une structure simple, comme une arène en bois, et maintenant il est si grandiose. Le chef de troupe dit à Cestu que ce serait une perte pour lui si Cestu était vaincu lors d'une qualification. D'autant plus après avoir dépensé une somme considérable pour son droit d'entrée, ce que Cestu déteste car ils doivent payer après avoir été invités étant donné qu'il est toujours esclave. Il s'agissait ici d'un tournoi visant à évaluer les performances d'un boxeur et non d'un spectacle destiné au public. Par conséquent, les boxeurs doivent payer pour entrer, ce qui augmente le désespoir de gagner car un homme qui gagne ses combats obtient un billet pour l'événement principal. Cestu sera-t-il le dernier combattant debout comme prévu? La qualification a été acharnée le premier jour avec pour seul public les associés des combattants. Les combattants ont dû voler leur détermination et entrer dans l'arène sans recevoir d'applaudissements ni de gloire. Juste un moyen pour arriver à la fin. Cestu entre dans l'arène avec un regard déterminé sur Zen, son adversaire, les amis de Cestu et encouragement, tandis que les partisans de Zen ridiculisent Cestu parce qu'il est un jeune homme, disant à Cestu de rentrer chez lui et que tout le monde était au bord d'une émeute quand l'arbitre sorti de nulle part leur a ordonné de s'installer. Tais-toi les gars, utilisez, analysez Cestu, en espérant qu'il ne se laisse pas emporter par les huées et l'incertitude de sa situation. Alors que Cestu s'interroge sur le nombre d'adversaires qu'il devra affronter avant la qualification, le match commence avec Cestu qui surprend immédiatement Zen, devenant incomplet face à l'arrogance du gars. Zen ne peut pas suivre la vitesse et la force de Cestu et tombe au sol, sans porter un seul coup au plus jeune garçon qu'il méprisait auparavant. L'arbitre annonce Cestu comme vainqueur, et le public est choqué, et ils disent aussi que Zen est pathétique. Cestu, cependant, semble triste de sa victoire, car il estime qu'il n'a pratiquement rien accompli de positif dans le combat, mais se réconforte du fait qu'il vient d'atteindre les qualifications et qu'un adversaire plus fort utilisera l'espace restreint du combat. Arène contre Cestu dans le match. La taille d'une arène peut changer la nature d'un combat, c'est pourquoi Zafar conseille à Cestu de s'attendre à ce que de nouvelles techniques et de nouvelles capacités soient utilisées dans ses futurs combats. Dans une autre partie de l'arène, Félix, l'homme chanceux, remporte une fois de plus la partie avec ses compagnons en espérant que la chance l'aidera à se qualifier à nouveau pour l'événement principal. Cependant, après l'adversaire, Cestu est plus proche de se qualifier pour le main event et ils sont satisfaits de ses combats de qualification car il continue de ne rien apprendre de ses combats. Zafar corrige les erreurs de Cestu et Cestu devient frustré et prétend qu'il travaille assez dur. Cependant, il se rend immédiatement compte de l'erreur d'avoir élevé la voix auprès de son professeur et par se vider la tête. Les amis et esclaves de Cestu discutent prudemment de son attitude inhabituelle. Ils se demandent pourquoi, même s'il est devenu plus fort, il est aussi devenu plus en colère et cela est resté ainsi depuis l'entraînement aux pioches qui a fini par laisser le Cestu inaccessible. Vos amis ne peuvent qu'espérer passer une journée en santé mentale et en tranquillité d'esprit. Au matin, le Cestu s'entraîne à nouveau avec une pioche et s'arrête momentanément pour regarder sa main ensanglantée avec dédain. Zafar apparaît et informe Cestu que malgré son travail acharné, les résultats sont décevants et que malheureusement son entraînement n'a servi à rien. Cestu se sent mal à l'aise et exprime le sentiment de s'être démarqué. Cependant, ce n'était pas excellent, c'était juste ce qu'il avait en tête car cela ne lui semblait pas bien. Il décrit cette sensation comme le sentiment d'avoir presque accompli quelque chose mais de ne pas encore réaliser ce qui se passe, ce qui durcit le visage de Zafar. Il a interrogé Cestu sur les activités des derniers mois, lui demandant si Cestu pensait qu'il était inutile qu'il creuse avec sa pioche et comment le garçon avait trouvé son entraînement inutile. Il dit à Cestu qu'il ne critiquera plus sa formation et que désormais Cestu devra trouver ce qui lui manque. Le seul conseil que reçoit Cestu est que lorsqu'il frappe le sol dur avec sa pioche, au lieu de penser qu'il frappe le sol avec sa pioche, il devrait penser qu'il frappe le sol avec ses muscles, en appliquant la sensation de frapper la pioche dans le sol. Après avoir dit cela, Zafar s'éloigne, boitant comme toujours, disant à Cestu d'ouvrir les yeux. Après cela, nous voyons Cestu s'entraîner, toujours de nuit, réfléchissant à l'élément qui manque à son entraînement, le rendant encore plus insatisfait. Tout son entraînement semble porter uniquement sur le muscle plutôt que sur le Cestu, car il n'a pas du tout réussi à trouver une raison. Félix, l'homme chanceux d'avant, se révèle être un gladiateur professionnel du Cestu, alors qu'il se tient au milieu de l'arène, victorieux. C'était un adversaire puissant qui s'étendait sur de petites zones, gagnant beaucoup d'argent, et il y avait de fortes chances qu'il soit également le champion de ce tournoi. Après le dîner, Cestu se lève pour s'entraîner à nouveau, tandis que ses amis esclaves le réprimandent pour avoir trop essayé. Le Cestu leur dit que s'ils continuent à se plaindre, ils n'ont jamais rien appris, avec une formation qu'ils jugent inutile, ce qui finit par offenser leurs amis. Cependant, un jeune esclave souligne qu'il semblait parler à lui-même plutôt qu'aux autres. Cestu était aux prises avec un dilemme interne, avec la difficulté de trop s'entraîner jour après jour. Il essayait de ressentir les coups de ses pioches comme des coups de poing pour essayer de comprendre ce qu'il faisait de mal. Tout
cela pendant que Zafar l'observait de loin, le sourire aux lèvres. De l'autre côté de l'écran, Félix entouré de compagnons, tandis qu'un voyageur commande Cestu en disant qu'il semble être un garçon faible. Cependant, il a éliminé des adversaires 2 fois plus grands avec un minimum d'effort. Au final, Félix ne se laisse pas intimider. À la fin, le voyageur gagne au dé, et pendant qu'il reçoit de l'argent, Félix lui demande le nom de l'enfant prodige, et après avoir appris que le garçon s'appelle Cestu, il s'approche du voyageur et lui demande si la chance de Félix est meilleure que le Cestu. Après que le voyageur ait répondu que c'était la chance de Félix qui régnait, Félix révéla un dé pipé dans la poche du voyageur, qu'il utilisait pour tricher et gagner. Terrifié, le voyageur laisse tomber l'argent et s'enfuit, tandis que Félix et ses amis jouent une autre partie, choisissant de ne pas autoriser le malchanceux. Il attend son combat et il pleut abondamment alors qu'un boxeur vaincu est transporté dehors. L'inquiétude brille dans les yeux de Cestu après avoir vu l'état dans lequel se trouve le boxeur, toujours étouffé par la période d'attente pour un combat. Il s'entraîne en frappant les gouttes d'eau qui s'échappent du plafond jusqu'à ce qu'il soit finalement appelé à son match. Il affronte son adversaire sous une pluie battante avec une grande concentration. Après le début du combat, il frappe son adversaire dans les côtes et se souvient de son entraînement à la pioche lorsqu'il esquive tous les coups des autres boxeurs. En lançant des coups sur le boxeur, il cherche l'opportunité qu'il recherche depuis 2 mois avec son entraînement. Cela sort enfin. Ainsi, votre adversaire tombe au sol après un jus puissant. L'ennemi est inconscient et cède. Cestu le regarde avec conviction car il n'a jamais été capable d'assommer un adulte d'un seul coup. Zafar court jusqu'au bord, regardant Cestu avec un certain sentiment de fierté. Le garçon a porté un coup exactement au bon moment et a provoqué une conclusion complète sur son ennemi. En d'autres termes, frapper au bon moment était la réponse que recherchait Cestu. Le programme d'entraînement à la pioche était parfait pour cela car il renforce les muscles lorsque le marteau touche le sol. La sensation du temps nécessaire pour tendre ses bras vers son corps et lui donner du jus était ce qui le rendait de plus en plus fort. Après s'en être rendu compte, Cestu pousse un cri de bonheur et quitte l'arène victorieux. Dès le lendemain matin, Cestu s'entraîne avec ses amis et il promet à ses amis qu'il produira des résultats prouvant que tout leur entraînement a suffi à le rendre beaucoup plus fort. Il s'excuse ensuite pour toute la colère qu'il a manifestée dans le passé et assure à ses amis qu'il en a fini avec cela. En réponse, ses amis étendent leur camaraderie et demandent à Cestu de partager le fardeau avec lui la prochaine fois. La relation entre lui s'identifie après que Cestu soit assuré que lui aussi peut se plaindre au lieu d'être têtu. En réponse, Cestu est volontiers d'accord avec cette idée. Ils commencent tous à discuter amicalement, ce que Félix interrompt en s'enquérant de leurs activités de creusement. Il réalise immédiatement qui sont Cestu et Avalia après l'avoir finalement salué et s'être présenté. Cestu reconnaît Félix comme le puissant gladiateur et lui serre la main, puis, à la manière typique de l'ego masculin, il démontre leur force à travers la poignée de main. Voyant qui est le plus alpha, Félix mentionne qu'ils sont 2 des 4 boxeurs restants qui ne sont pas blessés et lance une pièce de monnaie pour évaluer la chance de Cestu et le garçon devine correctement le côté de la pièce. Les 2 s'éloignent l'un de l'autre dans l'espoir de se retrouver en finale. Après un certain temps, Félix examine le combat de Cestu en demi-finale, s'intéressant beaucoup au garçon car il était perplexe devant l'habileté de Cestu juste au moment où il a lancé la pièce et que le garçon a réussi. Cestu renverse son adversaire alors que la foule éclate, applaudissant et louant Cestu. Félix aperçoit Zafar dans la foule et le reconnaît immédiatement comme un boxeur renommé qui a acquis une grande renommée. Dans sa tête, il est logique que Cestu ait été entraîné par un combattant expérimenté comme Zafar. Il assimila Cestu à Zafar, pensant que s'il battait Cestu, il battrait le célèbre Zafar. Le Cestu reste éveillé la nuit, attendant le combat final de demain. Il revient sur tout ce qu'il a appris au cours des derniers mois et pense qu'il a vraiment maximisé chaque aspect de lui-même. Désormais, soucieux de sa liberté, il s'engage à gagner. Quoi qu'il en soit. Le lendemain, Zafar adore les protections de Cestu sur ses poignets, alors qu'il discute de la façon dont Cestu était dans le groupe lors des 2 rounds de combat. Il ne peut donc pas regarder le combat de Félix, et donc il ne peut pas évaluer l'habileté de son adversaire. Cestu, au contraire, n'est pas trop gêné par cela, car il estime que la véritable compétence ne peut être correctement analysée que face à face. En se levant, déterminé à prouver sa valeur, Félix semble en revanche extrêmement détendu, car il a la pleine conviction qu'il sortira victorieux de son prochain combat. Ses amis boxeurs lui ont conseillé de ne pas sous-estimer Cestu car il n'est qu'un enfant mais il a mis tout le monde KO. Félix est d'accord et dit qu'il ne baissera pas la garde alors qu'il a regardé le spectacle de Cestu lors de la demi-finale. Il considère le Cestu comme une proie parfaite, ayant détecté chez lui une faiblesse fatale, mais plus tard il est rappelé au combat, l'atmosphère est intense et l'anticipation remplit l'arène. Les 2 boxeurs sont signalés à aller dans des camps opposés, tous 2 ayant quelque chose à prouver. Cestu a une femme sévère sur le visage, tandis que Félix lui sourit, prêt à l'attaquer. Les 2 boxeurs sont présentés au public, mais le public s'en fiche et crie que le match commence maintenant. Les gens qui parient sur Félix ont de grands espoirs de gagner. Tout le monde était plus agressif que les autres, car ils avaient tous subi de lourdes pertes lors d'occasions précédentes et espéraient les récupérer grâce au combat en cours. Il était clair que celui qui perdrait serait sévèrement puni. Quand l'habitude l'annonce, le combat final commence. Félix réfléchit immédiatement à son coup d'ouverture, analysant toutes les manières dont il pourrait engager le combat. Sans aucune idée du style de combat de Félix, Cestu est perturbé, ne sachant que faire, mais en le regardant il se rend compte que Félix le provoque, comme s'il voulait que le garçon attaque en premier. Cestu s'avance et lance une furie de coups de poing sur Félix. Félix semble positivement enthousiasmé par son puissant adversaire. Son sourire pourrait être mal interprété en raison de l'excitation qu'il manifestait en voyant le Cestu s'approcher de lui.
lui. La gravité de la situation frappe Félix qui ne peut en aucun cas baisser sa garde. Il est surpris par l'habileté du plus jeune et conclut que Cestu a dû être témoin de nombreux carnages pour avoir réussi à frapper Félix avec autant de styles différents. Félix changea de position, pensant que la meilleure façon d'agir contre Cestu serait de le laisser prendre l'initiative, ouvrant ainsi un espace au garçon pour attaquer. Il déclare qu'il fait cela pour enseigner au Cestu comment se battre, ce qui se produit dans une léna comme celle dans laquelle ils sont présents. Il fait face au Cestu de face, tout en s'inclinant. Deux jambes sont ouvertes, comme si elles entouraient le ventre de l'adversaire et défendaient ses côtés. Tout cela montre à quel point il est doué pour combattre ses serrés, et il fait tout cela avec le sourire aux lèvres, le fameux sourire qui vient de ces petits garçons. Zafar réalise cette stratégie et l'applique à ses étudiants dans le public, expliquant comment il pourrait lancer une attaque en tenaille à tout moment. Comme au bon moment, Félix s'avance vers Cestu, avec une attaque amble dans laquelle Cestu esquive, ce qui est une distraction dans laquelle Cestu tombe après avoir été touché à la tête par la deuxième attaque de Félix. Il tombe au sol sous le choc, car il s'attendait également à esquiver le deuxième coup, et alors que la foule l'acclame, il regarde Félix qui se tient la tête, tandis que Félix le traite d'idiot. Ses compagnons de Cestu commencent à s'inquiéter, tandis que Cestu s'allonge sur le sol, essayant de comprendre comment il n'a pas pu esquiver cette attaque. Félix avait modifié la trajectoire de son coup de poing, ce qui n'était pas prédit par Cestu. Il s'est donc assoupi et a été hué. Félix se moque de Cestu, disant que ce seul coup n'a sûrement pas effrayé Cestu, et lui propose sa main pour l'aider à se relever. Cestu se relève tout seul, affirmant que le coup n'est pas un problème et se prépare à se battre à nouveau. Le public commence maintenant à applaudir et à rythmer les mouvements de Félix, évidemment tous contre Cestu, reprenant la même forme. Félix attaque Cestu par la gauche, et Cestu esquive, y compris lui percute ensuite, mais est de nouveau touché après avoir été appuyé dans le coin et est à nouveau abattu. Luttant pour se relever, Cestu se rend compte que son adversaire est étonnamment fort, et Zafar dit que c'est à cause des yeux perçants de Cestu qu'il continue de se laisser berner. L'apparence moyenne de Félix fait que Cestu ne se rend pas compte de la portée de ses attaques. Les attaques de Félix ressemblent à une faux, ce qui les rend difficiles à esquiver lorsqu'elles se courbent hors de vue. Zafar remarque que les épaules flexibles de Félix augmentent également la portée de ses attaques, et sa résistance entraîne une fureur de coups de poing, ce qui lui vaut le surnom de Headstone. Il parvient toujours à coincer Cestu, montrant qu'il existe une faiblesse évidente que Cestu n'utilise pas. Zafar se rend compte que cela est dû au fait que Cestu a un équilibre instable parce qu'il s'est foulé la cheville. Félix l'a également remarqué et dit que la blessure de Cestu est sa chance. Alors que le match continue, Cestu évite méticuleusement toutes les attaques de Félix, en faisant attention à ne pas se retrouver plaqué contre le mur. Il observe l'expiration lors de ses esquives, et en déduit que la faiblesse de Félix est le centre, c'est donc là qu'il attaque. Il parvient à porter un coup sur Félix, réalisant que pour contrer les coups de Félix, il devra frapper de l'intérieur. Il parvient même à renverser Félix, faisant crier encore plus fort le public. Ses amis esclaves l'applaudissent tandis que Zafar regarde fièrement son élève, lui expliquant que le point faible de Félix était sa poitrine, toujours ouverte pour une attaque, ce qui était idéal pour Cestu. Puis il s'en va, frappant aussi vite que possible. Cependant, un seul coup ne suffisait pas, il ne faisait que blesser Félix, et son ennemi regagnait rapidement sa place. Cestu se sent malchanceux à cause de son entorse à la cheville, mais prend quand même position, et Félix fait de même. Maintenant, avec sa garde relevée et ses bras bien fermés, il frappe le Cestu avec encore plus de force qu'auparavant. Il ne voulait plus faire de spectacle, mais simplement gagner, révélant enfin sa véritable stratégie qui consistait à dominer Cestu à coups puissants. Lorsqu'il est acculé, Zafar conseille à Cestu de s'éloigner du mur du public. Cependant, Félix ne laisse aucune chance à Cestu avec ses coups de poing gonflables. Il renverse à nouveau Cestu, alors que Cestu tente de se libérer. Félix est clairement un grand utilisateur du combat rapproché. Après avoir combattu plusieurs fois dans une arène similaire, il devient évidemment un grand gladiateur, et le garde était très heureux de battre ce garçon. Les amis de Cestu s'inquiètent pour lui, tandis que Zafar souligne l'évidence. Si Cestu ne parvient pas à améliorer sa mobilité, il lui suffira de contre-attaquer jusqu'à gagner. Cestu frappe Félix dans toutes les ouvertures possibles, tout en faisant de son mieux pour se soustraire à l'assaut des coups qu'il recevait. Il esquive de peu un puissant uppercut, et s'éloigne juste à temps pour la prochaine attaque de Félix. Félix peut deviner que le garçon prépare quelque chose rien qu'en le regardant dans les yeux, mais il n'y prête aucune attention car cela pourrait lui donner l'occasion de l'exécuter. Le combat devient de plus en plus intense de minute en minute, complété par l'inquiétude des amis de Cestu. Zafar déclare sévèrement que rien n'est impossible et que Cestu peut encore changer cela. Cestu n'a toujours pas abandonné malgré son désavantage. Déjà à égalité avec Félix. Coup pour coup, Cestu évite les coups directs en balançant le haut de son corps et en faisant pivoter ses pieds, en se concentrant sur le ventre de Félix. Zafar encourage la foule, convaincu que Cestu a ce qu'il faut pour gagner. Les deux boxeurs sont à bout de souffle, ils sont conscients de cette situation, et ils attaquent à nouveau l'un ou l'autre. Le combat continue et la foule est témoin d'un déluge de coups de poing et de volonté alors que les boxeurs refusent de céder. Le chef de troupe rappelle à Cestu qu'il n'y a pas de deuxième place et que s'il perd, ce sera la fin de tout. Toutefois, la pression que Félix exerce sur Cestu ne doit pas être prise à la légère. Cestu a l'impression que ses attaques n'ont plus aucun effet sur Félix alors qu'il continue de le repousser. Peu importe ce qu'il essaie. En quelques fractions de secondes, le Cestu s'inquiète de la durée pendant laquelle son corps pourra tenir. Cestu a une révélation lorsqu'il est frappé par Félix, et les oreilles bourdonnantes, il réfléchit à la possibilité d'abandonner. Cependant, aussi vite qu'elle est venue, cette pensée est repoussée par Cestu alors qu'il se relève avec ses poings. Il dit
quand même de tenir le coup et de continuer à se battre, frappant violemment Félix au ventre. Il parvient à faire trébucher Félix d'un coup au visage, où Félix est choqué par la ténacité de Cestu, pensant que le garçon aurait déjà dû abandonner. La résistance de Félix s'épuise et il ne peut plus mettre Cestu contre un mur. Zafar dit à ses étudiants que les mouvements de Cestu indiquent qu'il a préparé une contre-attaque, leur donnant à tous de l'espoir alors qu'il l'encourage. Il admet que le travail de Cestu était d'attaquer de toutes ses forces. Dans le passé, Zafar informait Cestu des parties faibles du corps pendant l'entraînement, lui demandant de concentrer ses coups sur ses parties faibles. Dans une bataille de volonté, les deux boxeurs continuent, tandis que Zafar encourage silencieusement le Cestu à ne pas interagir avec la foule comme s'il s'agissait d'une sorte de force magique. La magie n'existait pas dans l'Empire romain, puisque le Cestu repose à nouveau au bord de l'arène. Félix trouve cela incroyable, car normalement, à ce moment-là, il serait en train de prendre un verre avec sa compagne, et maintenant, il se bat encore. Il crie à Cestu de descendre, mais à sa grande consternation, Cestu ne descend pas. Au lieu de cela, il s'esquive, se frappant le ventre. Félix se retrouve incapable d'inspirer, réalisant que le Cestu agissait sur sa respiration. Cestu se jette sur lui avec un coup au ventre, mais s'arrête à mi-coup et lui porte un coup au visage, se terminant par un coup fatal dans le bas du dos. Félix tombe au sol en se tenant le dos, et oui, Cestu a appliqué de toutes ses forces sa nouvelle technique de coup concentré. Son pied était à la limite, donc si Félix parvenait à se relever, Cestu aurait bien plus de mal à lui faire face. Cependant, le coup frappa Félix directement au sol, le maintenant figé sur place. À sa grande horreur, Cestu est annoncé vainqueur, et il se permet enfin de toucher l'arène dans laquelle il s'est si durement battu pour ne plus y toucher. Il lève le poing en signe de victoire, désormais qualifié pour le vrai tournoi. Le lendemain, Cestu crie et court vers ses amis. Il exprime qu'il pense qu'il est en train de mourir, que son sexe est en train de changer. Tout cela parce qu'il urine du sang, tout comme les femmes. Ses amis, et il s'inquiète, pensant que c'est grave, mais Zafar rit, disant que c'est parce que Cestu s'est blessé à l'intestin à cause des coups dans le ventre, et assure que Cestu n'est pas en train de mourir, il a juste besoin de se reposer. Le lendemain matin, Cestu regarde ses amis monter dans le train, et il n'a rien à faire, son maître lui ayant interdit de s'entraîner. Félix s'approche de lui et lui dit de se réjouir en gagnant. Il a informé Cestu qu'il voulait voir à quel point il était capable de le blesser avant de partir et partage qu'il urine également du sang. Il se lie à cause de la piste de sang temporaire, et Cestu interroge Félix sur sa courte action maintenant qu'il a perdu. Ce à quoi Félix révèle qu'il voyagera probablement et recevra une petite somme pour atteindre la finale. Félix a encouragé Cestu à remporter le tournoi, et Cestu promet de se battre aussi fort qu'il veut, ce qui incite Félix à tenter à nouveau sa chance. Après que Félix ait mentionné avec désinvolture sa dépendance au jeu, une pièce est lancée pour déterminer la chance de Cestu dans le futur tournoi. Encore une fois c'est exact, puisque Félix déclare que Cestu a effectivement beaucoup de chance. Cependant, Cestu nie cela, expliquant qu'il ne faisait pas que deviner, mais qu'il examinait la pièce au fur et à mesure qu'elle tombait pour savoir quel côté était en haut et lequel était en bas. Félix est impressionné par cette révélation, et comprend enfin pourquoi il a perdu, avouant que Cestu était un bien meilleur compétiteur que lui. Cestu ne comptait pas sur la chance, mais sur l'habileté, et c'est ce qui le rendait meilleur que Félix. Après avoir souhaité bonne chance à Cestu, Félix lui dit au revoir et puisse-t-il ne jamais abandonner son apogée en boxe. Dans la cabine d'un navire, Zafar donne à ses élèves une pioche modifiée afin qu'ils puissent s'entraîner avec. Cette pioche a un manche plus épais, ce qui amène les garçons à affirmer qu'ils ne seront pas en mesure de tenir fermement la pioche et que la pioche finira par glisser de leurs mains. S'ils continuent à les balancer, Zafar affirme qu'ils seront utilisés pour améliorer leur adhérence et que lorsqu'ils s'habitueront à balancer ce médiator, il augmentera l'épaisseur de la poignée pour améliorer encore leur entraînement. Zafar doit améliorer ses prises pour y renforcer les moignons. Il explique que la pression derrière un coup de poing est complétée par la force du poing. Par conséquent, plus la prise est forte, plus grandes sont les chances de tuer votre adversaire d'un seul coup de poing. Ses étudiants expriment leur consternation à Kabarbura et conviennent que creuser des trous n'est pas un problème. Mais le fait qu'il n'ait pas d'objectif concret les en empêche. Zafar montre ensuite comment écraser une pomme, puis comment écraser un morceau de bois. Il dit qu'il peut même écraser deux garçons et leur révèle à tous que ce genre de force n'a pas de limite. En voyant tout cela, Zeb est enchanté et le garçon s'interroge sur sa carrière de boxeur sur le pont du navire. Une fois arrivés à destination, ils tournent leur regard vers la Sicile. Le port est gelé de navires à cause du tournoi car la ville est occupée à cette période de l'année. Les stars du festival débarquaient les unes après les autres. Tout ça pour le vrai tournoi. Certains viennent des forêts profondes du nord et d'autres des plaines lointaines du sud. Tous leurs navires sont en Méditerranée et les champions se rejoignent donc. Ainsi, l'histoire se termine. Si vous souhaitez continuer à regarder Zeb et toute son histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne ici pour continuer à regarder cette incroyable suite. J'attends juste qu'il sorte pour pouvoir le sortir. Un gros bisou à tous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.